Le texte est arrivé le 17 décembre à 14h14, au moment même où j'examinais la proposition de budget pour notre nouvelle exposition sur le changement climatique. Derek. Sarah, à propos du réveillon du Nouvel An. Rebecca et moi avons décidé de ne pas trop en faire cette année. Juste son groupe politique. Vous comprenez. J'ai posé mon stylo et je l'ai relu. Mon frère Derek, de 2 ans mon cadet, n'avait jamais été particulièrement subtil. Mais là, même pour lui, c'était très pointu. Moi, je croyais que tu avais dit que ce serait une grande fête? Tu t'es fiancé il y a peu. Derek, c'est important. Mais Rebecca est membre du Congrès maintenant. Ses collègues viennent. D'autres représentants, un sénateur, quelques grands donateurs. Elle doit faire bonne impression. Vous travaillez dans une boutique de souvenirs de musée ou autre point, ce n'est pas le même niveau. Je me suis assis sur ma chaise et j'ai regardé autour de mon bureau. Au 3e étage du Smithsonian National Museum of Natural History. Par la fenêtre, j'aperçois le National Mall qui s'étend jusqu'au Capitole. Le même bâtiment où travaille la fiancée de Derek, la députée Rebecca Chin. Puis-je voir? Derek, ne sois pas comme ça. Nous dînerons ensemble le mois prochain. Rebecca veut mieux te connaître. Mais cette fête est importante pour sa carrière. Tu as compris, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. J'avais une réunion avec le secrétaire du Smithsonian dans 20 minutes pour discuter de notre rôle dans le prochain sommet international des directeurs de musées. Je devais finaliser un discours pour la conférence de l'American Alliance of Museums en février. 17 conservateurs attendaient mon approbation pour diverses propositions d'exposition. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer à mon jeune frère que j'étais le directeur exécutif de l'un des plus prestigieux musées du monde, que je supervisais un personnel de 1200 personnes, que je gérais un budget de 180 millions de dollars et que je siégeais dans 3 conseils d'administration internationaux dédiés à la préservation culturelle. Elle ne m'a jamais demandé ce que je faisais réellement. Depuis que j'ai pris ce poste il y a 4 ans, il s'est contenté d'expliquer ce qu'est le travail au musée. Mon assistante Jennifer Noctan entre. Dr Mitchell, le bureau de la secrétaire vient d'appeler. Ils sont prêts à vous recevoir. Merci, Jen. J'ai pris ma tablette avec la proposition de sommet et je me suis levée. Tout va bien, demande-t-elle en remarquant mon expression. La famille, ai-je répondu brièvement. Elle a hoché la tête d'un air compatissant. Jennifer travaillait avec moi depuis 3 ans. Elle avait reçu suffisamment d'appels de Derek pour connaître la dynamique. Et la réunion avec la secrétaire s'est bien passée. Le sommet international des directeurs de musées allait réunir à Washington, en janvier, 50 des dirigeants de musées les plus influents du monde. En tant que directeur de l'institution hôte, je devais coordonner l'ensemble de l'événement. C'est une responsabilité importante et une occasion unique de mettre en avant le leadership culturel américain. Le département d'État est très intéressé par cette initiative, a déclaré le secrétaire Williams en se penchant sur sa chaise. Il considère que c'est de la diplomatie douce. Nous aurons des directeurs du Louvre, du British Museum, de l'Ermitage et du Musée national du Palais de Taïwan. Le bureau de la députée Chen a déjà demandé à assister à la réception d'ouverture. J'ai relevé la tête. Rebecca Chen? Oui. Elle préside la sous-commission des arts et de la culture de la Chambre des représentants. Elle veut rencontrer les délégués internationaux et discuter des programmes d'échange culturel. Il a souri. J'ai cru comprendre qu'elle était fiancée à votre frère. Le monde est petit, ai-je dit prudemment. Très petit, ai-je dit prudemment. Je demanderai à mon bureau de se coordonner avec le sien. La réception aura lieu le 14 janvier. Notez-le sur votre calendrier. Vous ferez un discours et présenterez l'orateur principal. J'ai acquiescé, l'esprit déjà en ébullition. Le 14 janvier. Dans 3 semaines. Je n'ai pas parlé du sommet à Derek. Je ne lui ai pas dit que sa fiancée visiterait le musée à titre officiel et qu'elle me rencontrerait spécifiquement. Une petite partie de moi, mesquine, voulait voir comment les choses se dérouleraient naturellement. Et la plus grande partie de moi était simplement fatiguée. Fatiguée de m'expliquer. Fatiguée d'être rejetée par ma propre famille. Nos parents avaient toujours favorisé Derek. L'enfant chéri, le charmeur,
celui qui était diplômé de Georgetown Law et qui travaillait maintenant dans un cabinet prestigieux à Washington. Quand j'avais choisi de poursuivre des études de muséologie et d'anthropologie culturelle, maman avait soupiré et dit, au moins, tu auras un beau travail tranquille. Un travail tranquille. Comme si diriger l'un des plus grands musées du monde équivalait à remplir de la paperasse dans un bureau. Derek avait demandé Rebecca en mariage le soir de son élection en novembre. Elle avait remporté sa course au Congrès avec 18 points d'avance, faisant basculer une circonscription traditionnellement rouge. Elle était jeune, 36 ans, ambitieuse, intelligente et déjà considérée comme une étoile montante du parti. Je ne l'avais rencontrée qu'une seule fois, lors d'un dîner de famille organisé par Derek en octobre. Elle avait été amicale mais distraite, déjà en mode campagne. Lorsque Derek m'a présenté, il m'a dit, voici ma sœur Sarah. Elle travaille au musée d'histoire naturelle. Oh, comme c'est gentil, avait dit Rebecca, qui se tournait déjà pour répondre à un appel de son directeur de campagne. Les musées sont tellement importants. C'est là que s'est arrêtée notre interaction. Le réveillon de la Saint-Sylvestre a eu lieu et s'est achevé. Je l'ai passé à une petite réunion organisée par la conservatrice en chef du musée, le Dr Patricia Okwa. Les soirées de Patricia étaient légendaires dans le monde des musées de Washington. Intimistes, intellectuelles, pleines de conversations fascinantes avec des chercheurs, des artistes et des leaders culturels. J'y ai eu des conversations bien plus intéressantes que lors d'un événement de réseautage politique organisé par Derek. Le 3 janvier, Jennifer est entrée dans mon bureau avec une expression particulière. Dr Mitchell. Je viens de recevoir un appel du bureau de la députée Chen. Ils veulent programmer une visite du musée avant la réception du sommet. C'est parfait. Coordonnez-vous avec le bureau du protocole. Ils veulent une visite privée. Vous la dirigerez personnellement. J'ai levé les yeux au ciel. Moi en particulier ? Son chef de cabinet a dit que la députée voulait comprendre les opérations du musée au plus haut niveau. Elle est très intéressée par la direction des musées et la politique culturelle. Jennifer marque une pause. Ils ont demandé le 13 janvier à 10 h, la veille du sommet. Confirmé, dis-je. Jennifer hésite. Dois-je mentionner à son bureau que vous avez un lien de parenté avec son fiancé ? Non, ai-je répondu. Si c'est pertinent, je suis sûre qu'on en parlera. Les 10 jours suivants ont été consacrés aux préparatifs du sommet. 50 directeurs de musées, cela signifie 50 égaux. Priorités et attentes différents. Le directeur du Louvre voulait des garanties sur la sécurité. Le directeur du British Museum voulait une réunion privée avec le secrétaire. La directrice du Musée national de Chine avait besoin d'un régime alimentaire spécifique pour l'ensemble de sa délégation. J'ai tout coordonné, avec l'aide de mon personnel exceptionnel. C'est ce que je sais faire. Et la logistique complexe de la diplomatie culturelle, l'équilibre délicat entre le respect de la tradition et l'innovation, la politique prudente du monde international des musées. Le 10 janvier, Derek m'a appelé, et, Sarah. Rebecca m'a dit qu'elle faisait une visite guidée de votre musée la semaine prochaine. Oui, le 13 janvier. D'accord. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas que tu y travailles. Elle sait que tu travailles dans un musée, mais elle pense que tu es coordinateur ou quelque chose comme ça. Dans la boutique de souvenirs ? Peut-être. Je n'ai rien dit. Sarah. Je suis là. Je ne veux pas que ce soit bizarre. Peut-être que tu pourrais juste, ne pas mentionner que nous sommes parents ? Elle est nerveuse à l'idée de ce sommet, de rencontrer toutes ces personnalités internationales. Je ne veux pas qu'elle se sente gênée si elle te croise. Me croiser, je le répète. Tu vois ce que je veux dire. Reste professionnel. N'en fais pas une affaire de famille. Derek, sais-tu vraiment ce que je fais au musée ? Tu y travailles. Des trucs de musée. Écoute, je dois y aller. Ne rends pas les choses bizarres, d'accord ? Il a raccroché. Je suis resté assis un long moment, puis j'ai consulté le site internet du musée. Ma biographie figurait en bonne place sur la page des dirigeants. Sarah Mitchell, directrice exécutive, docteur en anthropologie culturelle de l'université de Yale, ancienne directrice adjointe du Metropolitan Museum of Art, membre du conseil d'administration du Conseil international des musées. Auteur de Cultural Preservation in the 21st Century,
récipiendaire de la National Medal of Art en 2019. Il y avait une photo professionnelle de moi à mon bureau, l'atrium du musée étant visible par la fenêtre derrière moi. Mes coordonnées. Un CV détaillé. Derek n'avait jamais regardé. Pas une seule fois en 4 ans. Le 13 janvier arriva froid et lumineux. Je m'étais habillée avec soin ce matin-là. Un costume anthracite taillé sur mesure, un minimum de bijoux, mes cheveux tirés en arrière en un chignon professionnel. J'y ressemblais exactement à ce que j'étais, un cadre supérieur de l'une des institutions culturelles les plus importantes au monde. À 9h45, Jennifer m'a informé. Le cortège de la députée Chen vient d'arriver. La sécurité l'escorte. Son chef de cabinet. 2 assistants et un attaché de presse. La presse. Ils veulent des photos d'elle avec les drapeaux internationaux dans le hall principal. C'est une bonne chose pour son travail au sein de la sous-commission des arts et de la culture. Bien sûr, il s'agit autant de son profil politique que d'un véritable intérêt pour les musées. À 9h58, le téléphone de mon bureau sonne. La sécurité. Dr Mitchell, la fête de la députée Chen est dans le hall principal. Elle est prête à vous accueillir. J'arrive tout de suite. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. Le musée n'était pas encore ouvert au public. Il nous restait 1 heure avant l'ouverture des portes. Le vaste hall principal était vide, à l'exception de la garde rapprochée de Rebecca Chin et de son personnel. Rebecca avait l'air polie et professionnelle dans une robe et un blazer bleu marine. Elle s'entretenait avec son attaché de presse, faisait des gestes en direction de l'architecture. Planifiant manifestement ses angles de prise de vue. Je me suis approché discrètement. Son chef de cabinet, un homme d'une 40aine d'années à l'œil vif, m'a abordé en premier. Dr Mitchell, dit-il en me tendant la main. Tom Bradford, chef de cabinet de la députée Chen. Merci d'avoir organisé cette visite. Bien sûr. Je lui ai serré la main, puis je me suis tourné vers Rebecca. Madame Chen, bienvenue au Smithsonian National Museum of Natural History. Je suis le Dr Sarah Mitchell, directrice générale. Rebecca a fait pivoter son sourire politique sur place. Dr Mitchell, merci beaucoup pour... Elle s'est arrêtée. Son sourire s'est figé. Ses yeux s'écarquillent légèrement. Mitchell, dit-elle. Sarah Mitchell? Oui. Comme dans Sarah Mitchell, la sœur de Derek? Oui. Le silence qui suivit fut profond. Tom Bradford avait l'air confus. Les assistants échangent des regards. L'attaché de presse tenait son appareil photo prêt. Ne sachant pas si elle devait photographier ce moment. Je n'avais pas réalisé. Le calme professionnel de Rebecca se fissure sur les bords. Derek a dit que vous travailliez dans un musée. Il n'a pas mentionné. Que je le dirigeais? J'ai terminé doucement. Non, il ne l'aurait pas dit. Il ne sait pas vraiment ce que je fais ici. Le visage de Rebecca est passé par plusieurs expressions. Embarras, confusion, prise de conscience. Le directeur exécutif. Vous êtes le directeur exécutif du musée d'histoire naturelle du Smithsonian. L'un des 19 musées Smithsonian, oui. C'est ma principale responsabilité. Tom Bradford, et c'est tout à son honneur, se ressaisit rapidement. Madame la députée, pouvons-nous commencer la visite? Le docteur Mitchell a généreusement prévu 2 heures pour nous. Oui, dit Rebecca, mais elle me regardait toujours fixement. Oui, bien sûr. Je leur ai fait visiter le musée en commençant par les expositions principales. J'ai expliqué notre mission. La recherche, l'éducation et la préservation de 145 millions de spécimens et d'artefacts représentant l'histoire naturelle et culturelle de notre monde. Je leur ai montré nos installations de recherche, où des centaines de scientifiques ont mené des travaux novateurs en biologie, géologie, anthropologie et paléontologie. Rebecca a posé des questions intelligentes. Elle était manifestement bien informée sur les questions de politique culturelle, malgré sa gêne évidente, elle s'est impliquée professionnellement dans le sujet. Dans le hall des océans, debout sous la maquette de la baleine franche de l'Atlantique Nord, j'ai expliqué notre rôle dans la recherche sur le changement climatique et l'éducation du public. Nous ne sommes pas seulement un musée, ai-je dit. Nous sommes une institution de recherche. Nos scientifiques publient chaque année plus de 600 articles évalués par des pairs.
Nous conseillons le Congrès sur la politique environnementale, la préservation culturelle et le financement de la recherche scientifique. Le Congrès, a répété Rebecca. Vous conseillez le Congrès? Oui. J'ai témoigné devant la Commission des finances de la Chambre des représentants 3 fois au cours des 2 dernières années. Dernièrement, j'ai parlé de l'importance du financement des programmes de diplomatie culturelle. Tom Bradford prend note sur sa tablette. La députée préside la sous-commission des arts et de la culture. Je suis surpris que votre témoignage ne soit pas arrivé sur notre bureau. Il se peut qu'il l'ait été, ai-je répondu. J'ai témoigné en tant que directrice exécutive du Dr Mitchell. Pas en tant que sœur de Derek. Rebecca a tressailli. Nous avons continué vers les collections d'anthropologie. Je leur ai montré des artefacts de tous les continents, j'ai expliqué nos programmes de rapatriement d'objets culturels indigènes. J'ai discuté des complexités éthiques des collections muséales constituées pendant les périodes coloniales. C'est pourquoi le sommet international des directeurs de musées est si important. Nous devons coordonner nos approches de la décolonisation, du changement climatique, de l'accès numérique et de la préservation culturelle. Le sommet, dit Rebecca. C'est demain soir. Oui. La réception d'ouverture a lieu à la National Gallery, mais nous organisons plusieurs sessions de travail ici au cours des 3 jours suivants. 50 directeurs de 32 pays. Et c'est vous qui coordonnez tout ça? Je suis le directeur hôte, oui. Je prononcerai le discours d'ouverture et j'animerai 2 des tables rondes. Nous avons traversé le pavillon des papillons, la salle des fossiles et l'exposition sur les origines humaines. À chaque arrêt, j'expliquais non seulement ce que les visiteurs voyaient, mais aussi les recherches qui les sous-tendaient, les programmes éducatifs, les actions de proximité. Les initiatives numériques qui permettaient à nos collections d'être accessibles à des millions de personnes dans le monde entier. Lorsque nous sommes arrivés dans mon bureau au 3e étage, Rebecca avait l'air choquée. Voulez-vous voir où se passe le travail administratif? Lui ai-je demandé. Elle a hoché la tête en silence. Mon bureau donnait sur le National Mall. Les murs étaient tapissés de livres, de textes d'anthropologie, de revues d'études muséales, de documents de politique culturelle. Mon bureau contenait des piles de rapports, une photo encadrée de moi recevant la médaille nationale des arts des mains du président, et une petite ammonite fossile que mon mentor m'avait offerte à la fin de mon doctorat. C'est ici que vous travaillez, dit Rebecca, plus à elle-même qu'à moi. Oui, mais je passe tout autant de temps en réunion, à l'occasion d'événements organisés par des donateurs. À témoigner sur la colline ou à visiter nos stations de recherche dans le monde entier. Tom Bradford prenait des notes plus frénétiquement maintenant. Madame la députée, il s'agit d'une excellente opportunité de partenariat. Le travail du Dr Mitchell s'aligne parfaitement sur les priorités de votre sous-commission. Oui, dit faiblement Rebecca. Je le vois bien. Jennifer Noctan entre. Dr Mitchell, le bureau du secrétaire a appelé. Ils ont besoin de votre avis sur la demande de la délégation française. Dites-leur que je les rappellerai dans 20 minutes. Par ailleurs, le directeur du Louvre aimerait organiser une réunion préalable au sommet avec vous. Cet après-midi, si possible. Jennifer acquiesce et par point Rebecca observe cet échange avec un désarroi croissant. Le directeur du Louvre, répète-t-elle. Vous vous coordonnez avec le directeur du Louvre. Entre autres, le British Museum, l'Ermitage, le Prado. Cela fait partie du travail. Nous sommes restés un moment dans un silence gênant. Tom Bradford et les assistants ont clairement perçu le courant personnel sous-jacent mais l'ont ignoré de manière professionnelle. Madame la députée, dit Tom avec précaution, nous devrions probablement discuter de la réception de demain soir. Les points de discussion du protocole, les délégués que vous devez rencontrer en priorité. Le Dr Mitchell serait la personne à interroger à ce sujet, a déclaré Rebecca, la voix serrée, puisqu'elle organise tout l'événement, qu'elle témoigne devant le Congrès, qu'elle dirige un musée avec 1200 employés et un budget de 180 millions de dollars, qu'elle conseille sur la politique culturelle et qu'elle reçoit des médailles de la part du président. Rebecca, ai-je dit à voix basse. Elle m'a regardée. Pour la première fois, j'ai vu une véritable détresse sous la façade professionnelle. Pourrions-nous avoir un moment? A-t-elle demandé à Tom. Nous sommes seuls. Tom et les assistants se sont excusés. Lorsque la porte s'est refermée,
Rebecca s'est assise lourdement sur l'une des chaises de mon bureau. Derek m'a dit que vous travaillez dans une boutique de souvenirs, dit-elle. Derek ne sait pas ce que je fais. Il n'a jamais demandé. Mais vous ne l'avez jamais corrigé. Vous ne lui avez jamais dit. Il ne m'en a jamais donné l'occasion. Chaque fois que nous parlons, c'est de lui qu'il s'agit. Son dossier est au cabinet, sa carrière, ses réussites. Mon travail n'est qu'un bruit de fond. Des trucs de musée. Rebecca ferme les yeux. Il t'a désinvité du réveillon du Nouvel An parce qu'il a dit que tu n'étais pas au bon niveau pour rencontrer mes collègues. Je sais. Oh, mon Dieu. Elle ouvre les yeux, l'air horrifié. Mes collègues. Sarah. La moitié des personnes présentes à cette soirée travaillent sur les appropriations ou la politique culturelle. Ils auraient été ravis de vous rencontrer. Le sénateur Williams était là. Elle a essayé d'obtenir une réunion avec le Smithsonian au sujet d'un financement accru. Vous auriez pu la mettre en contact avec le secrétaire. J'avais d'autres projets, ai-je dit simplement. Je suis tellement gênée. Je n'en peux plus. Bon, j'ai fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre et je les ai tous regardés. Que devez-vous penser de moi? Je pense que tu es fiancé à mon frère et que tu as cru ce qu'il t'a dit sur moi. C'est raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. J'aurais dû me renseigner sur vous. Nous allons nous marier. Je devrais connaître ma future belle-sœur. J'aurais dû faire des recherches de base. Il s'est retourné vers moi. Je suis doué pour les recherches. Je suis membre du congrès. J'y ai fait des recherches sur tout. Mais j'ai cru Derek sur parole. Très convaincant. Il a vraiment tort. La voix de Rebecca était tranchante maintenant, la colère s'insinuant. Pas contre moi, contre Derek. Il m'a dit que tu étais gentille mais un peu fuyante. Que tu avais changé d'emploi. Que tu ne t'étais jamais vraiment fixée sur une carrière. Que tu travaillais au musée à un poste de débutant et que tu semblais assez heureuse. J'ai senti la piqûre familière mais j'ai gardé une expression neutre. Derek a une vision de moi qui a du sens pour lui. J'ai arrêté d'essayer de le corriger il y a des années. Pourquoi? Buzzy était épuisant. Chaque fois que j'ai essayé de parler de mon travail à ma famille, ils ont changé de sujet ou l'ont minimisé. Lorsque je suis devenue directrice adjointe du mai, ma mère m'a dit, c'est bien, ma chérie, mais quand vas-tu t'installer et avoir des enfants? Lorsque j'ai été nommée directrice exécutive, Derek m'a dit, cool, tu es une sorte de manager maintenant. Rebecca se rassied. Et quand vous avez reçu la médaille nationale des arts? Je ne leur ai pas dit. Ils l'ont appris quand ma tante a vu que c'était mentionné dans le Washington Post. Ma mère a appelé et m'a demandé pourquoi je ne les avais pas invités à la cérémonie. Je lui ai dit que je les avais invités. Elle l'avait inscrite sur son calendrier comme un truc de Sarah pour le travail et l'avait oublié. Bon sang. Ce n'est pas grave. J'ai construit une vie qui n'a pas besoin de leur validation. J'ai des collègues qui respectent mon travail. J'ai des amis qui comprennent ce que je fais. J'ai une carrière dont je suis fière. J'ai fait une pause. Mais je n'ai pas de famille qui me voit clairement. Mais ce n'est pas ta faute. Non, mais je me marie dans cette famille. Ce qui signifie que je fais partie du problème si je ne reconnais pas ce qui se passe. Rebecca se penche en avant, les coudes sur les genoux. Sarah. Je dois être honnête avec Théo. Et la façon dont Derek parle de toi n'est pas seulement dédaigneuse. C'est de la condescendance. Je ne l'ai pas vu avant parce que je n'avais pas le contexte. Mais maintenant. Maintenant tu vois qu'il a menti. Est-ce qu'il a menti, ou est-ce qu'il ne sait vraiment pas? C'était la question que j'avais évitée. Derek me diminuait-il délibérément, ou était-il simplement si peu intéressé par ma vie qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre la vérité? Je ne sais pas, ai-je admis. Peut-être les deux. Rebecca s'est levée. Je dois passer un coup de fil. Puis-je utiliser un espace privé? Jennifer peut vous installer dans notre petite salle de conférence. Elle a acquiescé et est partie. Par la porte ouverte. Je l'ai entendu demander à Tom d'attendre dans le couloir. Puis le silence. Je me suis retournée vers mon ordinateur en essayant de me concentrer sur les 17 courriels qui m'étaient parvenus pendant la tournée. Mais mes mains tremblaient légèrement.
Cette confrontation, si c'est bien de cela qu'il s'agit, me semble plus importante que Derek et moi. J'avais l'impression d'avoir passé des années à travailler dans l'ombre, à réaliser des choses et à les réaliser, pour finalement les voir rejetées par les personnes qui étaient censées me célébrer. 20 minutes plus tard, Rebecca est revenue. Ses yeux étaient rouges, mais sa mâchoire était fixe. J'ai appelé Derek, dit-elle. Je lui ai demandé ce que sa sœur faisait dans la vie. J'ai attendu. Il m'a dit que vous travailliez dans un musée, dans un rôle administratif. La coordination d'événements peut-être. Il n'était pas sûr. Elle a ri. Mais c'était ta mère. Je lui ai demandé s'il savait que vous aviez un doctorat de Yale. Il a répondu, oui, je crois qu'elle l'a mentionné une fois. Un truc d'anthropologie. Je lui ai demandé s'il savait que vous étiez directeur exécutif. Il a dit, directeur de quoi? Rebecca. Je lui ai demandé s'il avait déjà regardé votre biographie en ligne, s'il avait déjà fait une recherche sur Google, s'il avait déjà posé une seule question de fond sur votre travail. Elle a fait une pause. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de le faire parce que tu avais toujours été ouverte à propos de ton travail au musée et qu'il soutenait ton choix d'avoir une carrière discrète. Les mots ont fait l'effet d'un coup de massue. Une carrière discrète. Je lui ai dit que le mariage était reporté, dit Rebecca. Je lui ai dit que je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui ne voit pas sa propre sœur, qui ne respecte pas assez les femmes dans sa vie pour apprendre qui elles sont vraiment. Qui se ment à lui-même sur sa dynamique familiale parce que c'est plus facile que d'affronter ses propres préjugés. Tu n'es pas obligé de faire ça, ai-je dit automatiquement. Si, je dois le faire. Sarah, je suis membre du Congrès. Je me bats pour les droits des femmes, pour une reconnaissance égale, pour briser les plafonds de verre. Je ne peux pas faire cela en public tout en épousant en privé un homme qui diminue sa brillante sœur parce qu'elle ne correspond pas à sa vision de la réussite. Elle a souri tristement. Et je ne peux pas épouser quelqu'un que je ne respecte pas. Pour l'instant, je ne respecte pas Derek. Il est plus que ça. Peut-être. Mais c'est ce que je vois pour l'instant et c'est suffisant pour me faire réfléchir. Il a ramassé son sac. Je suis désolé d'avoir pris autant de ton temps. La visite était incroyable. Ce musée a de la chance de vous avoir. Merci d'être venu. Elle s'est arrêtée à la porte. Demain soir, à la réception, je vous présenterai au sénateur Williams et à la représentante Torres de la Commission des Arts et de la Culture, ainsi qu'à toute autre personne qui devrait savoir ce que vous faites. Si vous êtes d'accord. C'est d'accord, ai-je dit. Bien. Elle a marqué une nouvelle pause. J'espère que Derek va s'en sortir. Tu mérites un frère qui te voit. Elle est partie. Le reste de la journée s'écoula dans un flou de logistique et de gestion de crise. Un délégué japonais a eu une urgence médicale et a dû annuler. Pouvons-nous organiser une connexion virtuelle? Le directeur du British Museum souhaitait modifier la composition de son panel. Le traiteur avait besoin des chiffres définitifs de l'effectif. À 19h, Jennifer frappe à la porte. Dr Mitchell. Votre frère est dans le hall. Il demande à vous voir. Mon estomac se serre. Dites-lui que je suis en réunion. C'est ce que j'ai fait. Il a dit qu'il attendrait. Je soupire. Je soupire. Faites-le monter. Derek est apparu 5 minutes plus tard, l'air soucieux. Sa cravate était desserrée, ses cheveux ébouriffés. Il sortait tout droit de son cabinet d'avocat. Sarah, c'est quoi ce bordel? Il a fermé la porte de mon bureau. Rebecca m'a appelé aujourd'hui et a reporté le mariage. Elle a dit que c'était à cause de toi. C'est à cause de toi, ai-je corrigé. Parce que tu ne sais rien de ma vie. C'est ridicule. Bien sûr que je connais ta vie. Tu travailles ici. Tu t'occupes du musée. Tu es heureux. Derek? Je suis le directeur exécutif. Je dirige ce musée. J'ai un personnel de plus de 1000 personnes. Je gère un budget plus important que celui de la plupart des petites universités. Je coordonne la politique culturelle internationale. J'ai témoigné devant le Congrès. J'ai reçu la médaille nationale des arts des mains du président. Il m'a regardé fixement. La médaille nationale des arts? Il y a 2 ans. Vous étiez invité.
Vous n'êtes pas venu. Je pensais que c'était un événement professionnel. Une cérémonie pour les employés du musée. Je ne savais pas que c'était. Il s'est interrompu en regardant mon bureau comme s'il le voyait pour la première fois. C'est votre bureau. Vous avez un bureau d'angle. J'ai le bureau du directeur exécutif, oui. Mais vous ne m'avez jamais dit que vous étiez responsable. Je vous ai dit que j'avais été nommé directeur exécutif il y a 4 ans. Vous m'avez dit, cool, donc vous êtes comme un manager maintenant? J'ai dit que j'étais le directeur général du musée. Vous m'avez répondu, c'est super. Sisson a changé de sujet pour parler d'une affaire sur laquelle tu travaillais. Derek s'assoit lourdement. Je ne me souviens pas de ça. Je sais que vous ne vous en souvenez pas. C'est ça le problème. Nous sommes restés assis en silence. Par ma fenêtre, le Washington Monument s'illuminait dans le ciel nocturne. J'ai parcouru la carrière. L'honnêteté m'a surpris. Derek, je ne cherche pas d'excuses. J'essaie juste de comprendre moi-même. Quand nous étions enfants, tu as toujours été le plus intelligent, le plus doué. Maman et papa parlaient toujours de ton potentiel. Puis tu as commencé à travailler dans les musées et je me suis dit, je pensais que tu avais choisi quelque chose de plus calme. Quelque chose qui ne me menacerait pas. J'ai choisi quelque chose que j'aimais. Je sais. Tu as construit quelque chose d'incroyable. Et au lieu de célébrer cela, je l'ai diminué parce que c'était plus facile que d'admettre que ma petite sœur m'avait surpassé. Il m'a regardé. Rebecca a raison de reporter le mariage. Je ne suis pas prêt à me marier si je ne peux même pas voir ma propre sœur clairement. Tu pourrais apprendre, ai-je dit. Tu pourrais commencer à poser des questions. Tu pourrais visiter mon travail, rencontrer mes collègues, comprendre ce que je fais. Est-ce que tu voudrais ça? Après tout. J'ai réfléchi. Est-ce que je voulais de Derek dans ma vie professionnelle? Voulais-je prendre le risque qu'il continue à se méprendre ou à minimiser? Mais c'était mon frère, le seul que j'avais. Et pour la première fois, il semblait prêt à essayer. Oui, ai-je dit, je le voudrais. D'accord. Il s'est levé. Et, parle-moi de demain soir. Ce sommet. Qu'est-ce que tu fais? Je le lui ai dit. J'ai expliqué le sommet international des directeurs de musées, la réception à la National Gallery. L'importance de la diplomatie culturelle dans un monde de plus en plus fracturé. Je lui ai parlé des directeurs que j'accueillerais, des panels que je modérerais, de la déclaration que nous publierions sur la collaboration des musées en matière de recherche sur le changement climatique. Il a écouté. Il a vraiment écouté. Je peux venir? A-t-il demandé. À la réception de demain? C'est sur invitation seulement. Pour les représentants du gouvernement et les leaders culturels. Rebecca pourrait me faire entrer. En tant qu'invitée. Si elle me parle encore. Il fait une pause. Je veux te voir dans ton élément. Je veux voir ce que j'ai manqué. J'ai réfléchi. Je vais demander au bureau du protocole. S'il donne son accord, vous pourrez venir. Merci. Il est parti. Je suis restée assise dans mon bureau pendant encore 1 heure, terminant des courriels et révisant des notes pour la réception de demain. À 21 heures, mon téléphone a sonné. Riba. Bonjour, dit-elle. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle. C'est bon. Derek m'a dit qu'il était allé te voir. Il a dit que c'était dur, mais bon. C'était les deux à la fois. Il m'a demandé si je pouvais l'emmener à la réception demain, en tant que cavalier, même si nous ne sommes plus fiancés. Elle rit doucement. Je pense qu'il essaie. Il essaie. Quant à savoir si c'est enfin le cas, c'est une autre question. C'est vrai. Mais je lui ai dit que je le prendrais. À une condition, il doit lire toute votre biographie en ligne. Chaque publication, chaque projet, chaque prix. Il doit savoir qui vous êtes avant d'entrer dans cet événement. A-t-il accepté? Il est en train de lire en ce moment même. Il m'a appelé il y a 20 minutes pour me demander si vous aviez vraiment témoigné devant le Congrès. Je lui ai dit de continuer à lire. J'ai souri malgré moi. Merci, Rebecca. De l'avoir poussé.
Merci de ne pas me détester. Je suis entré dans votre musée en pensant que je vous faisais une faveur en reconnaissant votre travail. Je suis mortifié. Vous ne le saviez pas. Maintenant, vous le savez. Maintenant je sais, a-t-elle acquiescé. À demain soir, Dr Mitchell. Et la réception du sommet international des directeurs de musées s'est tenue à la National Gallery of Art, dans la rotonde du West Building. 200 invités, directeurs de musées, ministres de la culture, représentants du Congrès, ambassadeurs, responsables artistiques. La crème du monde culturel international s'est réunie dans l'un des plus beaux espaces des États-Unis. Je suis arrivé tôt, vêtu d'une robe bleue nuit longue comme le sol que j'avais acheté spécialement pour cet événement. Mon rôle ce soir était à la fois professionnel et diplomatique, accueillir les invités, faire les présentations, veiller à ce que les bonnes personnes soient en contact les unes avec les autres. Et la délégation française est arrivée la première. Le directeur du Louvre, Martin Laurent, m'accueille chaleureusement. Nous avions travaillé ensemble sur une exposition commune il y a 3 ans. Sarah, le musée est magnifique, m'a-t-elle dit en m'embrassant sur les 2 joues. Ce sommet est déjà un triomphe. Attendez de voir les tables rondes. Nous avons prévu des provocations fascinantes. Elle a ri. J'ai hâte d'y être. Les autres directeurs ont filtré. La Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, le Japon, l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil, l'Afrique du Sud. Chacun est un leader dans son domaine, chacun est responsable de la préservation et de la présentation du patrimoine culturel de l'humanité. Et moi, je les accueillais, je les coordonnais, je les dirigeais. À 19h. Rebecca est arrivée avec Derek. Elle portait une robe rouge qui conciliait parfaitement professionnalisme et élégance. Derek portait un smoking et semblait nerveux. Ils s'approchèrent de moi pendant une brève accalmie dans les salutations. Dr Mitchell, dit formellement Rebecca, puis elle sourit. Vous êtes superbe. Merci, madame la députée. Vous êtes tous les deux magnifiques. Derek est resté planté là, à me regarder comme s'il voyait une étrangère. Sarah, j'ai tout lu. Votre biographie, vos publications, les articles sur la nomination au Mai, la cérémonie de remise de la médaille nationale. J'ai passé 4 heures à lire votre carrière. Et je suis une idiote. Une vraie idiote. Pendant tout ce temps, j'ai cru que j'étais celui qui réussissait dans la famille. Je pensais que j'étais celui qui apportait des contributions importantes. Mais tu as changé le monde pendant que je faisais des heures supplémentaires. Derek, ton travail compte aussi. C'est vrai? J'aide les entreprises à négocier des contrats. Vous préservez l'histoire de l'humanité et faites progresser la compréhension culturelle entre les nations. Il fait un geste autour de la rotonde. Ces gens sont ici parce que vous organisez tout cela, parce qu'ils vous respectent, parce que vous êtes un leader dans votre domaine. Le secrétaire du Smithsonian s'est approché avant que je puisse répondre. Dr Mitchell, nous sommes prêts à commencer. Pourriez-vous prendre votre place? Bien sûr. Je me suis tourné vers Derek et Rebecca. Profitez de la soirée. Nous en reparlerons plus tard. Je me suis dirigé vers la petite scène située à l'avant de la rotonde. Un micro se tenait prêt. 200 visages se tournent vers moi dans l'expectative. Je pris une inspiration et commençai. Bonsoir et bienvenue à la réception d'ouverture du sommet international des directeurs de musées. Je suis Sarah Mitchell, directrice générale du Smithsonian National Museum of Natural History. Et j'ai le grand honneur de vous accueillir à Washington. J'ai parlé pendant 8 minutes. J'ai parlé de l'importance des musées dans un monde en mutation, de notre responsabilité de préserver le passé tout en restant pertinent pour le présent, de la nécessité d'une collaboration internationale sur des questions telles que le rapatriement, l'accès numérique et le changement climatique. J'ai présenté l'orateur principal, le directeur général de l'UNESCO, et je me suis retiré. Pendant les 2 heures qui ont suivi. J'ai travaillé dans la salle. J'ai présenté la délégation japonaise à des donateurs américains potentiels. J'ai mis en relation le directeur du British Museum avec des représentants du Congrès intéressés par le financement de la culture. J'ai facilité une conversation entre les directeurs de musées russes et ukrainiens qui devaient se coordonner pour organiser une exposition itinérante malgré les tensions politiques de leur pays. Voilà ce que j'ai fait.
C'est ce que j'étais. À un moment donné, j'ai vu Rebecca présenter Derek au sénateur Williams. Derek avait l'air accablé mais engagé. Il posait des questions et écoutait les réponses. Vers la fin de la soirée, Martin Laurent m'a retrouvé. Sarah, les directeurs européens ont discuté de quelque chose. Nous aimerions proposer que le sommet de l'année prochaine soit un événement tournant. Nous aimerions que vous présidiez le comité d'organisation. Envisagez-vous de le faire ? Présider le comité d'organisation. Cela signifierait coordonner avec les musées des 6 continents, gérer un processus de planification pluriannuel, devenir le leader de facto de la collaboration internationale entre musées. J'ai répondu que j'en serais honoré. Après la réception, Derek et Rebecca m'attendent dans le hall. C'était incroyable, a déclaré Derek. Te regarder travailler, voir à quel point tout le monde te respecte, comment tu as commandé cette pièce. Je ne t'ai jamais vu comme ça. C'est parce que tu n'as jamais regardé. Je sais. Mais je regarde maintenant. Il fait une pause. Peut-on recommencer à zéro ? Puis-je apprendre qui tu es vraiment ? J'ai réfléchi. À des années de rejet, de minimisation, d'ignorance. Aux blessures qui s'étaient accumulées comme des sédiments. Couche après couche. Mais aussi à ce soir. À Derek qui a lu 4 heures de documents sur ma vie. Sur le fait qu'il s'est présenté en essayant de comprendre et en acceptant d'être mal à l'aise. On peut recommencer, ai-je dit. Mais il faut que ce soit réel. Il faut que tu te sentes concerné, pas seulement coupable. Je m'en soucie. Je te promets que je m'en soucie. Rebecca a observé cet échange avec une satisfaction tranquille. Je devrais vous laisser parler. Mais Sarah, appelez-moi la semaine prochaine. J'aimerais beaucoup discuter de la législation sur le financement de la culture. Je pense que votre expertise pourrait être inestimable. J'en serais ravie. Elle est partie. Derek et moi sommes restés dans le hall vide de la National Gallery, seuls avec les gardes et les fantômes de siècles d'art. Parlez-moi de votre travail, a dit Derek. Parlez-moi vraiment. Je veux comprendre. C'est ce que j'ai fait. Nous nous sommes assis sur un banc sous un Monet. Et je lui ai parlé des défis de la direction d'un musée moderne, de l'équilibre entre l'éducation et le divertissement, des questions éthiques autour du rapatriement, de l'excitation des nouvelles découvertes dans nos collections de recherche, de la satisfaction de voir le visage d'un enfant s'illuminer devant un squelette de dinosaure. Il a écouté. Il a posé des questions. De bonnes questions. Des questions réfléchies. À minuit, nous sommes enfin partis. Il m'a accompagné jusqu'à ma voiture dans le parking souterrain. Il m'a dit, je vais arranger les choses. Pas seulement avec toi. Viverbe cadu, je vais devenir quelqu'un de digne de vous deux. Derek, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être présent. Alors je serai présent. À partir de maintenant. Il m'a serré dans ses bras. C'était gênant, on ne s'était pas serré dans les bras depuis des années. Mais c'était sincère. Le mois suivant, Derek s'est montré. Il est venu au musée 3 fois. A suivi des visites avec différents conservateurs, s'est renseigné sur les différents départements. Il a assisté à une conférence publique que j'ai donnée sur la préservation culturelle. Il a lu mon livre, cover to cover, et m'a envoyé par courriel des questions pertinentes sur certains chapitres. Il a également travaillé sur lui-même. Il a entamé une thérapie pour comprendre pourquoi il avait eu besoin de me diminuer. Il a eu des conversations difficiles avec nos parents sur la dynamique familiale et le favoritisme. Rebecca a accepté de reprendre lentement leur relation. Ils ont dîné ensemble 1 fois par semaine, pas plus. Elle lui a fait comprendre que sa carrière était aussi importante que la sienne, qu'un partenariat signifiait un respect égal, qu'elle ne tolérerait pas d'être traitée comme une moins que rien. Derek a écouté. Il a changé. Ce n'était ni parfait ni linéaire, mais c'était réel. 3 mois après le sommet, Derek m'a appelé un samedi après-midi. Sarah. Je viens d'avoir maman au téléphone. Je lui ai parlé de ton travail. Je lui ai vraiment parlé. Du sommet, du poste à l'UNESCO, de tout. Comment ça s'est passé ? Elle était choquée. Il a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Je lui ai dit que c'était parce que personne dans la famille ne t'avait jamais posé de questions sur ta vie. Nous avons juste supposé que nous savions. Qu'a-t-elle dit ? Elle a pleuré.
Puis elle m'a demandé ton numéro de téléphone. Derek, elle a mon numéro. Je sais. Elle voulait que je le lui donne. Comme si l'avoir à nouveau signifiait repartir à zéro. Il a fait une pause. Elle veut me rendre visite. Voir votre musée. Voir votre vie. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. De l'espoir peut-être. Ou juste l'épuisement qui se dissipait enfin. Qu'est, j'ai dit. Dis-lui de m'appeler. Je le ferai. Nsara, merci. Pourquoi? De m'avoir donné une autre chance. Pour ne pas m'avoir rayé de la carte. Pour avoir cru que je pouvais être meilleur. Tu es mon frère, ai-je dit simplement. C'est ce que fait la famille. C'est ce que la famille devrait faire, a-t-il corrigé. Mais elle ne l'a pas toujours fait. Pas avec toi. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon appartement et j'ai regardé la ligne d'horizon de Washington. Les musées étaient là, à conserver l'histoire de l'humanité, à raconter nos histoires, à préserver ce qui comptait. J'avais passé des années à construire une carrière qui parlait d'elle-même. J'avais atteint tous mes objectifs. Mais ce que je voulais le plus était plus simple que tout cela.